demandé de participer à ce projet et je suis d'autant plus ravie que vous avez vraiment conscience que notre Europe, elle arrive jusqu'à nous. Ce n'est pas très très loin dans les brumes de Bruxelles, elle arrive jusque chez nous. Ça, c'est très important. Et je vous remercie de m'avoir demandé de parler d'Europe parce que d'abord, ça me fait très plaisir. C'est un honneur pour moi d'en parler. Et j'en fais toujours avec plaisir. Mais aujourd'hui, je le fais avec plaisir, certes, mais aussi avec émotion. Avec émotion parce que nous sommes dans un moment difficile. Et des derniers sondages viennent de montrer que seulement 29% des Français pensent que l'Europe est une solution ou pensent que l'Europe peut nous aider. 29% seulement. C'est un chiffre qui est donné par l'Institut de l'Or au mois d'octobre dernier. Donc, nous sommes dans une situation grave, mais nous sentons qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ce que vous faites au Pays Doré en organisant ces 2 webinaires. Il faut faire quelque chose pour que nous sortions de cette situation qui est très inconfortable, parce qu'en fait, ça peut s'expliquer parce qu'il y a tellement d'incertitudes devant nous, il y a tellement que ça génère des peurs et ça conduit à une certaine inquiétude, d'où il y a une espèce de mélange et il faut sortir de ça. Alors, comment faire? C'est vrai que quand on a compris un peu comment les choses se passent, on a moins peur. Et donc, il nous faut essayer d'arriver à mieux expliquer comment se passe, comment l'Europe nous aide. Et peut-être répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'Union européenne à quoi ça sert l'Union européenne aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux rester dans des territoires plus restreints? Pourquoi en faire partie? À quoi nous sert-elle? Oui, je suis certaine que vous tous qui nous écoutez, et vous, chers amis du Pays Doré, vous avez des réponses à toutes ces questions. Mais même nous, il y a des questions qui nous laissent un peu sceptiques. Alors, je vous propose, parce que je crois que d'une vingtaine, 20-25 minutes, je crois, je vous propose à travers, avec vous, de cheminer avec vous tout au long de ces 70 années de notre histoire commune européenne pour arriver jusqu'à aujourd'hui aux perspectives qui se dessinent. Et je pense qu'à travers cette histoire, on pourra trouver les uns et les autres quelques réponses à nos questions. Alors, que s'est-il passé en 1950 qui a permis à des États qui étaient situés sur le continent européen, qui s'étaient toujours combattus, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils décident, les États et les peuples, de s'unir pour penser leur avenir? Je crois qu'il faut, je vais peut-être dire d'abord, il y a ce qui s'est passé au XXe siècle. Au XXe siècle, après ces luttes fratricides qui se sont déroulées sur tout notre continent, on pouvait comprendre qu'il était urgent, en 1950, de trouver un moyen pour que nous réussissions sur ce beau continent européen, au climat agréable, à la culture raffinée. Il faut que nous réussissions à vivre ensemble et à régler nos problèmes économiques, de voisinage, de souveraineté, sans passer par la case guerre. Et vous pouvez reconnaître tous que sur ce point, nous avons réussi. Voilà que depuis 70 ans, nous ne nous sommes pas combattus, alors que les 70 années précédentes, nous étions combattus 3 fois au moins, et d'une manière dramatique, avec des dommages énormes, aussi bien sur le plan international, pas simplement en Europe, que chez nous, un nombre de morts énorme, impressionnant, nos économies cassées, nos routes, nos chemins de fer, notre trésor architectural, tout ça, tout est cassé, tout est démoli. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que même à ce moment-là, on n'osait plus parler de cette culture commune que nous revendiquons aujourd'hui, cette culture aux racines gréco-latines, aux racines judéo-chrétiennes, aux racines aussi dans les Lumières, cette culture qui a inspiré tant de penseurs, d'artistes, d'architectes, de politiques, même de simples citoyens depuis des siècles, je dirais même depuis 2 millénaires. Et comme le disait Marc Sangnier, notre âme commune semblait se décomposer en vaines disputes. C'était pris, il fallait vraiment réagir. Et là, il y a eu quelques hommes. Ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Ils n'étaient pas nombreux parce que moi, j'étais une petite fille et je me souviens très bien que quand on a appris cette décision, ce discours de Robert Schuman, eh bien, je me souviens très bien avoir entendu mes vieilles tantes qui disaient « Ah, on va quand même pas vivre avec les Boches », entre guillemets.
Donc, il y avait beaucoup de haine dans nos cœurs et ils étaient quelques-uns. Et ces quelques hommes ont su emporter l'adhésion de 6 pays pour commencer. Aujourd'hui, nous avons été 28 et malheureusement 27 aujourd'hui. Alors, ces hommes, ils ont été très concrets. C'est-à-dire, ils ont voulu commencer par... ils ont dit, on va se mettre autour d'une table pour ensemble chercher les solutions. Par exemple, comment allons-nous reconstruire notre continent, tous ces pays qui sont démolis? Comment allons-nous retrouver une autonomie alimentaire? Parce qu'à l'époque, il fallait chercher la nourriture en Ukraine, au Canada. Comment faire face à la pauvreté grandissante? Comment améliorer nos niveaux de vie? Je me souviens quand j'étais petite fille, hein, en 1950, ce n'était pas comme aujourd'hui. Le niveau de vie était quand même très bas pour la grande majorité des Français. C'est ainsi que, parce qu'il y avait des questions concrètes, on s'est mis autour d'une table et on a décidé de nous organiser pour produire ensemble des matériaux qui permettront la reconstruction. C'était le projet de la CECA. Mais aussi pour développer notre agriculteur. C'était le projet de la PAC. Pour aussi soutenir les efforts des États membres pour former les populations aux nouveaux métiers et les nouvelles générations qui montaient aux nouveaux métiers, pour aussi créer un marché commun qui allait permettre aux États membres de faire circuler librement les marchandises, les hommes, les capitaux, et ce qui a généré une augmentation de nos économies de façon très importante. Alors, nous devons aujourd'hui de savoir comment toutes ces décisions ont été prises. Parce qu'il y a beaucoup de réclamations sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et il faut savoir que depuis le premier jour, les fondateurs de ce projet ont décidé qu'il fallait absolument que toute décision soit prise de façon démocratique. Et ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est qu'ils voulaient associer tous les partenaires. Alors les partenaires, c'était qui? C'était nous les Français, oui, mais c'était les Allemands. C'était donc les vainqueurs et les vaincus. Ils avaient le même pouvoir de décision, les vainqueurs et les vaincus. Les petits et les grands, les riches et les pauvres, les protestants et les catholiques. Il fallait tous ensemble, il fallait que nous prenions tous ensemble cette décision, soit à la majorité qualifiée, soit à l'époque à l'unanimité, c'est plus facile. Et c'est pour ça que tout de suite, ils ont mis en place des structures que vous connaissez, le Parlement européen, Marie-Pierre Vedin va vous en parler tout à l'heure, le Parlement européen, mais aussi le Conseil européen qui réunit tous les chefs d'État et de gouvernement, qui se réunissent tous les 2 mois pour décider des grandes orientations. Mais aussi, il y a la commission dont on parle tant, en bien ou en mal, mais quand c'est en mal, c'est parce que je crois qu'on ne la connaît pas. La Commission européenne qui est en quelque sorte, ne dites pas que j'ai dit ce mot-là, mais c'est comme un espèce de gouvernement, de l'Europe qui a comme mission, d'une part, d'essayer de faire des projets pour faire avancer notre vivre en commun, notre vivre ensemble, de proposer à la demande de la commission, du Conseil européen de bâtir des projets de directives, de règlements. Et la Commission, après ça, elle envoie ces projets de directives et de règlements au Parlement européen et à un conseil qu'on pourrait appeler le Conseil des ministres des pays de l'Union européenne, ça s'appelle le Conseil de l'Union européenne. Mais c'est tous les ministres de l'Union européenne qui se réunissent pour valider la proposition de la Commission. Alors cette proposition de la Commission, elle est souvent triturée, changée, rechangée, amendée, mais il faut que le Parlement et les conseils des ministres s'entendent pour qu'une décision soit prise. Ça, c'est hyper important. Et parallèlement, pour éviter qu'il y ait des abus de position, la Cour de justice, il y a la création d'une Cour de justice pour pouvoir régler des problèmes quand ils se posaient. Mais il y a aussi, depuis l'euro, une banque centrale européenne. Donc on a tous les éléments pour être dans un véritable union démocratique. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique, le pouvoir législatif sont séparés. Et donc, on est vraiment dans une démocratie. Et quelquefois, je constate que l'Union européenne a un fonctionnement qui est peut-être encore plus démocratique que dans certains pays de l'Union. On n'a qu'à voir la manière dont sont désignés les membres dans les différentes instances et comment toute l'attention qu'on porte aux décisions législatives. Alors, on n'a pas le temps. J'aurais aimé beaucoup vous montrer ça, mais on n'a pas le temps parce que maintenant, il nous faut passer à ce 21e siècle.
à ces 20 premières années du XXIe siècle, où là encore, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Car ces 20 années ont vu tellement de changements en son sein que beaucoup d'États se sont trouvés déstabilisés, un peu perdus. Que s'est-il passé depuis 2000 sur notre continent? Bon, d'abord, il y a eu l'arrivée d'une monnaie unique, l'euro. En 2002, elle était dans nos poches. L'élargissement de notre Union. On est passé jusqu'à 28 États membres, malheureusement 27 aujourd'hui. Il y a eu aussi une crise financière très grave en 2008 qui a déstabilisé notre économie, auquel on a fait face. Il y a eu des migrations d'une ampleur jamais égalée depuis 2014. Il y a aussi la prise de conscience du réchauffement climatique, enfin, mais une prise de conscience qui nous a tous inquiétés. Il y a eu aussi cette décision que je trouve terrible de nos amis britanniques de nous quitter. Et il y a eu, en 2020, cet événement de la pandémie. Que d'événements, je n'ai énuméré que cela. Et face à tous ces changements, aux nouveaux dangers qui se profilaient, l'invasion des migrants, la pandémie, tout ce qui se passait, les Chinois qui arrivent, etc. Face à tout ça, eh bien, c'est arrivé sur notre organisation comme un coup de force, un coup de vent, et notre confiance, à nous qui avions bâti cet ensemble, cette Union européenne, notre confiance a été ébranlée. Et beaucoup d'entre nous se sont demandé si la bonne dimension pour prendre des décisions était bien la dimension européenne. Dramatique, dramatique cette question, car depuis Tchernobyl, nous savons bien que les effets de certains drames ne s'arrêtent pas aux frontières. Et ni les effets des migrations qui arrivaient de toutes parts, ni ceux du réchauffement climatique, ni ceux du Brexit, ni la crise financière, ni la pandémie, rien de tout cela ne pouvait se régler au niveau des États seuls, car ils ne s'arrêtaient pas aux frontières. Nous avons été à ce moment-là obligés depuis 2020, de nous rencontrer, de parler de toutes ces questions ensemble, de nous réunir. Et nous avons alors commencé à prendre conscience, je dirais comme en 1950, qu'on ne pouvait pas faire face seul à ces bourrasques, qu'on ne pouvait plus décider seul, qu'il fallait décider ensemble. Alors, tout au long de ces premières années, de ces 20 premières années de l'an 2000, pour faire face à ces défis, nous nous sommes vraiment interrogés, mais sans vraiment arriver à des résultats concrets satisfaisants. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de colloques, des COP, il y a eu beaucoup de renseignements, mais on n'arrivait pas vraiment à des résultats satisfaisants. Mais nous avions pris l'habitude de nous rencontrer, d'échanger davantage. Il y a eu des présidents aussi de certains États membres, je pense à Mme Merkel, je pense à M. Macron, je pense aussi aux Italiens et aux Portugais. On a eu des présidents qui ont vraiment voulu faire avancer le projet européen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a eu tout ça, beaucoup de discussions, mais rien de très concret. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivé ce fichu virus qui a généré une pandémie, qui a provoqué des drames énormes sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Et on s'est rendu compte que, en plus, ce virus, on ne le connaissait pas, on ne savait pas le maîtriser, on ne savait pas comment faire. Et je ne veux pas dire grâce à ce virus, mais la gravité de la situation nous a forcés à faire des pas de géant ensemble au cours de l'année 2020. Et ceci malgré des difficultés internes à tous les États membres ou externes qui se sont accumulées venant de l'intérieur. En France, on en a eu quand même pas mal, et en Allemagne, et partout dans tous les pays, comme de l'extérieur. Et on peut penser à ce qui s'est passé avec les États-Unis, avec la Chine, etc., mais aussi avec la Turquie. On aurait pu croire que tous ces coups qui venaient de l'intérieur et de l'extérieur auraient eu raison de notre volonté de faire l'Europe. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Et je ne veux pas faire une liste à l'après-vert pour énumérer toutes les attaques dont notre Union a été l'objet. Ce serait trop long. Mais par contre, je peux énumérer les principales avancées qui ont eu lieu en quelques mois. Et je dis bien en quelques mois. D'abord, on a adopté un budget, le budget 2021-2028. C'était déjà en discussion.
et ça patinait depuis des années, depuis des mois. Finalement, on s'est mis d'accord. On a mis en place ce fameux accord sur le Brexit sans que nous nous divisions. Et ça, c'est ça qui est important. Malgré nos relations différentes avec la Grande-Bretagne, notre amitié aussi avec les Britanniques, qui auraient pu nous désolidariser les uns des autres, eh bien, nous sommes restés ensemble pour montrer aux Britanniques à la fois notre union, mais à la fois que nous souhaitions jouer la règle du jeu correctement. La chose aussi incroyable qui est arrivée, c'est que on a décidé, tous les États membres, de faire un emprunt ensemble sur le marché international, un emprunt de 750 milliards d'euros au nom des 27 États. Ce n'est pas un État, ce n'est pas les institutions européennes, c'est tous les États ensemble qui acceptent de faire un emprunt pour venir en aide aux États membres qui étaient endettés du fait de la pandémie, du fait de l'arrêt d'une partie importante de leurs économies nationales. Et cette somme empruntée, nous avons décidé de la distribuer soit en subvention, c'est-à-dire que les États ne rembourseraient pas, soit en prêt. Alors, il y a eu beaucoup de discussions, on ne va pas parler, ce serait trop long, mais on a eu quelques États qui ont freiné un peu ce projet, mais quand même, nous sommes arrivés à une solution tout à fait intéressante. Eux aussi, il y a aussi encore quelque chose qui s'est passé. Alors que l'Europe n'avait aucune compétence sur le plan sanitaire, sur les politiques sanitaires, eh bien, on a décidé ensemble d'intervenir dans le domaine médical et sanitaire. Et par exemple, en facilitant la distribution des médicaments et des vaccins, en instituant des couloirs de circulation aussi en ouvrant nos hôpitaux. Les Allemands ont accueilli des Français, les Italiens ont été accueillis en France. Nous nous sommes entraidés, nous avons franchi les frontières, nous sommes entraidés. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été très important. Alors voilà ce que nous avons fait. Il y en a bien d'autres, mais je résume. Mais je crois qu'à ce stade-là, je crois qu'il est important que nous nous demandions pourquoi. Pourquoi nous avons réussi à avancer alors que nous étions en difficulté les uns et les autres dans de nombreux domaines. Nous étions même presque désespérés parce que nous voyons le monde autour de nous qui se transformait. Nous voyons des conflits éclater sans que nous puissions aider à leur résolution. Et nous, Européens, nous restions, comme on dit dans mon Limousin natal, les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire que nous n'avancions pas, on faisait du surplace. Alors, si nous avons réussi à avancer, c'est que pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce que nous avons su regarder ensemble le monde en face, tel qu'il était, comme l'écrit Obama dans le dernier livre qu'il vient de publier. Ce qui nous a poussé à prendre des décisions incroyables. Il n'y a ne serait-ce qu'un an, nous avons réussi à regarder ensemble, parce que nous avons la gravité des dangers qui se profilaient, que ce soit les difficiles négociations du Brexit, la pandémie, la dette des États, les conflits latents avec la Turquie, la Chine, qui s'infiltrent chez nous sans hésitation. Vous avez vu la dernière infiltration en Hongrie, au cœur de nos territoires, les GAFA, que nous n'arrivons pas à maîtriser, le terrorisme aveugle. Tous les dangers sont si graves que nous avons bien compris qu'il nous fallait regarder plus loin, plus haut que nos frontières. Nous avons aussi réussi parce que nous avons compris que nous devions rester solidaires pour garder ces valeurs et solidaires pour que le plus en difficulté soit aidé en premier. Et puis aussi pour garder ces valeurs qui nous sont chères et que j'espère nous garderons longtemps encore, à savoir le respect de la dignité de toute personne, l'état de droit, la liberté d'expression et de conscience, valeurs qui sont notre ADN à nous, Européens, depuis le premier jour et sans cesse remises sur le métier pour s'assurer qu'elles sont bien respectées partout et dans tous les domaines chez nous. Mais nous savons encore aujourd'hui, et cela va être dit ce soir, je crois que ce soir, qu'il y a une conférence de presse, je crois, que les dangers sont toujours là et nos valeurs sont également menacées dans le monde entier. Alors, chers amis, chers Européens,
en 2020, en 2021, il va nous falloir continuer de réfléchir ensemble au monde dont nous sommes partie prenante. Il va falloir continuer à mettre en place concrètement les décisions qui ont été prises en 2020 et qui doivent s'organiser, se décider concrètement dans chacun des États. Il va falloir aussi unir nos forces pour continuer sur la même lancée qu'en 2020. Et nous avons une chance extraordinaire, chers amis. C'est que depuis le 1er janvier, nous avons eu une présidence allemande du mois de juillet au mois de décembre qui a été extraordinaire. Mais depuis le mois de janvier, c'est le Portugal qui a pris la présidence de notre Conseil de l'Union européenne et la France, nous les Français, nous prendrons cette présidence en janvier 2022. Donc voilà, deux pays, le Portugal et la France après. Mais je ne sais pas ce qui se passera pour la Slovénie entre le Portugal et la France, je n'ai pas encore un programme. Mais pour le Portugal, M. Costa, le Premier ministre du Portugal, nous a bien assuré que pour lui, l'important pour que nous restions solidaires, c'est de veiller à faire en sorte que le socle social, qu'il y ait une justice sociale qui règne dans notre pays. Parce que nous savons bien que s'il y a trop de différences de niveau de vie entre les uns et les autres, c'est source de jalousie et de difficultés. Donc le Portugal veut absolument mettre l'accent sur le socle social. Et je vous signale, je vous demande d'être très attentifs. Les 7 et 8 mai prochains, il y aura un grand rassemblement, un grand colloque à Porto sur le socle social européen. Et je crois que c'est très intéressant de le suivre. Ce socle social européen nous permettra de remettre notre économie sur pied afin de retrouver notre place de leader économique que nous avons perdue sur le marché mondial, tout en affinant, sans renoncer à l'Europe verte, à l'Europe numérique, sans nous mettre en retard. Donc l'Europe sociale, c'est une Europe du progrès. Et merci au Portugal de son engagement dans ce domaine. Quant à la France, elle a encore un an avant de prendre la responsabilité, mais elle commence à réfléchir. Et M. Clément Beaune disait hier que, j'ai lu ça dans les Échos, qu'elle commence à réfléchir pour savoir ce qu'elle veut faire avancer. Et en fait, il écrit qu'elle cherche, qu'elle veut absolument donner à notre Union la place qu'elle doit avoir dans le monde, du fait de la qualité de sa culture, qui place en premier le respect de la personne humaine, quoi qu'il en coûte, selon l'expression de notre président, mais aussi du redémarrage de notre économie, afin qu'elle s'impose sur le marché international, à la fois par la qualité de ses productions qui seront écologiques, en pointe sur le plan numérique, mais aussi sur le plan social, et qui en fera un acteur international susceptible d'intervenir avec efficacité dans les relations internationales et qui sera reconnu par la qualité de sa vigueur économique et même spirituelle, pourrais-je dire. Voilà, c'est très beau, c'est un immense pari qui peut paraître bien ambitieux à certains. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que nous avons tous, vous à Auray, moi à Rennes, ou quand je suis à Aradon, ou dans les Côtes d'Armor, ou dans mon Limousin, nous avons tous pris conscience, avec ce drame de la pandémie et les dérèglements climatiques, qu'il faut vraiment penser à l'avenir pour qu'il soit vivable. Pour nous, oui, mais moi je pense à mes petits-enfants et à mes arrière-petits-enfants. C'est pourquoi nous devons être nombreux à expliquer à nos amis, à nos concitoyens qu'il est possible d'avancer en ce sens. Et c'est ce que vous faites à Auray, et je vous en remercie au nom de tous nos concitoyens. Voilà, vous savez, comme moi, qu'il y a de nombreux acteurs qui cherchent à nous faire comprendre qu'il est important d'aller dans ce sens. Il y a votre pays d'Auray, bien sûr, mais il y en a bien d'autres, qu'ils soient associations, institutions, médias, journaux, radios, ou tout simplement politiques, enseignants ou simples citoyens. Et c'est là que pour terminer, je vais vous présenter notre Maison d'Europe, dont l'objet est de participer à ce débat entre nous tous pour faire mieux comprendre notre Europe, pour faire remonter à la Commission européenne nos souhaits, notre désir d'Europe, notre volonté d'Europe, notre rêve d'Europe. Et donc cette Maison de l'Europe,
elle est située à Rennes. Il y a une maison de l'Europe à Vannes aussi. À Brest, je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais il y en avait une et on va essayer de faire redémarrer tout ça. Il y a des maisons de l'Europe qui ont pour objet d'être à l'écoute de nous tous, d'essayer de répondre à vos questions et aussi d'organiser avec toutes les collectivités, toutes les communes, tout le territoire, des animations, des actions qui peuvent permettre de répondre aux questions que se posent nos concitoyens. Alors, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, on a un site que vous pouvez consulter, vous verrez ce que nous faisons. Nous répondons à vos appels, à vos courriers, à toutes les demandes d'information. Nous publions aussi des documents, dont une lettre mensuelle, le Flash d'Europe. Si vous voulez la voir, vous inscrivez et on vous l'enverra tous les mois. Aussi, nous avons créé en Ille-et-Vilaine, et nous aimerions en créer partout en Bretagne, des relais d'information Europe. Il y en a 15 en Ille-et-Vilaine. Et avec ces communautés de communes avec lesquelles nous avons passé convention, nous organisons de très nombreuses actions. Et je dois vous avouer que le travail que ces communautés de communes que nous faisons avec eux, les communautés de communes, nous apportent énormément à nous, Maisons de l'Europe. Elles nous font comprendre ce que veulent les citoyens et elles manifestent ce que font déjà nos concitoyens. Il faut déjà dire que beaucoup déjà se sont mis en route. Bon, on travaille aussi au maximum avec des acteurs publics et privés pour démultiplier nos réseaux à tous et nous enrichir mutuellement de nos expériences. Voilà. Donc, nous sommes, notre petite Maison de l'Europe, c'est une Maison de l'Europe, nous sommes une association de 1901, un conseil d'administration, un bureau comme toutes les associations, et nous avons voulu tisser des liens avec les collectivités locales de notre région, et nous sommes très heureux des partenariats établis avec eux. Je pense au conseil régional, je pense au conseil départemental, je pense à Rennes Métropole et Rennes, et toutes les communautés de communes avec lesquelles nous avons passé accord. Nous avons aussi un accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons aussi avec les jeunesses et sports, enfin pour tout ce qui concerne les jeunes. Et nous avons aussi, et ça c'est très important pour nous, un lien privilégié pardon, avec la Commission européenne qui nous demande de lui faire remonter vos rêves, vos impressions, vos souhaits. Ce que nous faisons avec bonheur quand vous nous les communiquez. Ce que nous faisons aussi, par exemple, nous avons lancé une consultation sur des communes de 1000 à 10 000 habitants en Ille-et-Vilaine seulement. On aurait pu le faire sur toute la Bretagne, mais voilà, on a fait sur Ille-et-Vilaine pour faire remonter comment ces communes de 1000 à 10 000 habitants voient l'Union européenne et ce qu'elles en attendent. Voilà par exemple des choses que nous pouvons faire. Alors, bien sûr, vous pouvez venir sur notre site, vous pouvez passer aussi à la Maison d'Europe si vous venez à Rennes, et vous pouvez aussi adhérer à notre Maison d'Europe et nous demander d'intervenir sur votre territoire. Nous nous déplaçons très facilement. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, vous devinez bien, mais nous nous déplaçons dans les rayons quand c'est possible, avec toutes les conditions de sécurité qui nous sont demandées. Nous sommes là pour répondre à vos questions, pour vous informer sur certains points que vous aimeriez mieux comprendre. Nous sommes là surtout pour essayer de nous faire comprendre à tous ce que signifie être citoyen. Être citoyen français, être citoyen européen. Être citoyen, ça ne veut pas simplement dire avoir droit à un tiroir caisse, ou voter une fois par an, mais une fois de temps en temps. Mais être citoyen, c'est apporter à la cité à laquelle on appartient, alors cité, j'entends, ça peut être notre région, notre ville, notre région de la France, l'Europe, apporter à notre cité nos idées, nos savoir-faire, nos compétences pour que celles-ci s'embellissent, que les personnes qui habitent y soient de plus en plus heureuses et s'y sentent de plus en plus respectées. Donc être citoyen, c'est participer à la vie de la communauté européenne, de l'Union européenne, à la vie du pays doré. Être citoyen, c'est apporter une partie de soi-même aux autres pour que tout le monde soit plus heureux. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous Merci remercie. Madame Hutin. Merci beaucoup pour ce témoignage.